la plupart des participants qui se sont inscrits sont là, donc on va démarrer sans plus attendre. Donc bonsoir. Lors de notre premier webinaire en avril, on parlait déjà de chaos. On traitait le sujet des relations entre les États-Unis et le reste du monde, et en particulier avec l'Europe. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous, le chaos continue. On le voit dans la guerre russo-ukrainienne, qui n'est toujours pas terminée. Sur les marchés, et notamment les marchés actions, on a des valorisations qu'on ne comprenait pas il y a 7 mois et qu'on comprend toujours encore moins maintenant. Le chaos continue aussi avec les progrès très rapides de l'intelligence artificielle qui commencent à avoir des conséquences sur les marchés de l'emploi. Moi, je suis tombé sur un graphique il y a 2-3 jours qui montrait qu'en fait, depuis 3 ans, les créations d'emplois, hein, les recherches de nouveaux collaborateurs par les entreprises américaines se sont littéralement écroulées. C'est-à-dire que pas que l'emploi baisse de manière générale, mais les gens ne sont pas remplacés et on ne crée plus de nouveaux emplois, alors même que la bourse continue à monter. Alors, en 2026, comment se protéger des risques et y a-t-il des opportunités à saisir pour ceux parmi nous qui ont pas froid aux yeux, qui ont envie de prendre un peu plus de risques que les autres? Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par Azak Fapesc sur le thème des stratégies à adopter en 2026. C'est notre 3e séminaire et vous êtes déjà près de 300 participants, ce qui est absolument très satisfaisant. Voilà, je suis Eric Muller-Borl, je suis le président de la ZAC FAPES et ce soir, donc, je vais animer cette réunion en ligne et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Vett de Spirit Asset Management. Le métier de Spirit est de gérer des portefeuilles de compagnies d'assurance, donc dans une optique de long terme et avec les contraintes réglementaires qui vont avec. Autrement dit, c'est des gens qui, tous les jours, s'occupent d'épargne de type assurance, et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que nous, les épargnants de la FAPES, nous avons fait en souscrivant des contrats d'assurance à travers nos associations, la ZAC, la PER ou Audience. Et je vais laisser maintenant Thomas se présenter de manière un peu plus précise. Bonjour à tous, déjà très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Thomas Vett, je travaille chez Spirit Asset Management depuis maintenant 4 ans. Je suis responsable de la gestion obligataire chez Spirit. J'ai passé 8 années chez Edmond Rothschild à Luxembourg, aussi sur les marchés obligataires. Donc, tout ce qui est macro-obligataire, c'est ma grande passion et vous le verrez, des fois je peux parler un peu trop. Eric sera là pour me rappeler à l'ordre, pour tenir le timing. Mais voilà, on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Très content. Et voilà, Eric, je te laisse la main avant de commencer. Merci. En guise d'introduction du sujet de ce soir, je voudrais vous dire quelques mots pour planter le décor général. Quand on est dans une période où la visibilité est réduite, et je pense qu'on peut vraiment dire que nous y sommes, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et en économie, les fondamentaux, ce sont les grands indicateurs comme l'inflation, les taux d'intérêt, l'emploi, la productivité. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup parler de ces sujets-là ce soir. Et Thomas est un spécialiste de la gestion des obligations. Il se trouve que les prix des obligations bougent de manière assez mécanique en fonction justement des indicateurs économiques. Et donc, pour faire une bonne gestion obligataire, il faut bien maîtriser ces indicateurs. Et c'est comme ça qu'on reboucle sur la présence de Thomas aujourd'hui. Juste avant de lui passer la parole, donc sachez que vous pouvez poser vos questions à tout moment en les tapant dans la fonction questions-réponses Q&R de Teams. J'en ferai la synthèse et je les transmettrai à Thomas. Voilà, sur ce, Thomas, je te passe la parole. Allez, la super première slide. Rappelez-vous avant d'investir. Voilà, bon, je la passe. Allez, commençons cette réunion par, comme Eric le disait, faire un peu un état des lieux de la macro actuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va essayer de faire ça dans un temps limité. Donc pour commencer, Eric en parlait aussi, hein. Le premier sujet, le sujet qui nous a intéressés ces 3-4 dernières années, c'est l'inflation, hein, post-Covid. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que après l'épisode Covid, on a connu une vague mondiale, plus ou moins mondiale, on va dire,
met la Chine de côté, d'inflation très forte. Donc là, vous avez sous les yeux l'inflation aux États-Unis. Donc la courbe bleue, c'est l'inflation avec en prenant tous les composants aux États-Unis. En vert, l'inflation retraitée des éléments volatiles, donc de l'alimentaire non transformé et des prix de l'énergie. On voit qu'aujourd'hui, après avoir eu un fort pic en 2022, l'inflation est revenue sur des niveaux un peu plus normaux, mais toujours au-delà des espérances ou des objectifs de la Réserve fédérale américaine, qui sont de 2%. Aujourd'hui, on est à 3% d'inflation aux États-Unis, une inflation qui est drivée uniquement aujourd'hui par les services, très peu par les biens. Ça, on pourrait y revenir peut-être un peu plus tard quand on parlera des tarifs et de la politique de Donald Trump. Mais pour le moment, on ne voit pas d'inflation directe venue de la politique tarifaire de Donald Trump. Pas pour ça qu'il n'y en aura pas dans le futur, mais pour le moment, c'est toujours de l'inflation interne et liée aux services. Donc 3%, c'est des niveaux qui sont plus acceptables que 9%, mais c'est toujours trop élevé par rapport à l'objectif de la Réserve fédérale américaine. Au niveau de l'emploi, alors ça c'est le gros du sujet en ce moment, Eric en a parlé dans l'introduction. Le taux de chômage américain, bien que sur des niveaux historiquement faibles, là on a pris un historique assez court depuis 2018, 4,3% de chômage, 4,4% même sur le dernier chiffre qui est tombé la fin de semaine dernière. La présentation, on a mis les données au 19 novembre, fin de semaine dernière, on monte à 4,4%. C'est des niveaux en relatif historiques qui sont bas, mais vous voyez la progression depuis le 2023, une forte tendance haussière sur le chômage américain, qui est due surtout à ce que vous avez à l'écran maintenant, et ce que Eric parlait aussi, les créations d'emplois mensuels aux États-Unis qui sont en chute libre depuis le début de l'année. Donc l'horizontale en pointillé, c'est la moyenne historique sur les quasiment 7-8 dernières années. On était à peu près 100 000, 120 000 créations de postes mensuels aux États-Unis. On estime que pour avoir un taux de chômage inchangé aux États-Unis, c'est le niveau qu'il faut avoir. Donc avec 120 000 créations de postes mensuels, vous avez un taux d'emploi, un taux de chômage qui est stable. Aujourd'hui, et depuis 4-5 mois, on est sur des niveaux de création d'emplois mensuels bien en deçà du niveau moyen, et c'est un niveau qui fait, comme on l'a vu juste avant, monter très fortement le taux de chômage. Deuxième composante sur l'emploi qui est assez intéressante aux États-Unis, sur ce graphique. Donc en vert, vous avez les emplois qui sont proposés, qui sont souscrits à temps plein, et les temps partiels en bleu. En vertical, vous avez des zones grisées qui correspondent aux récessions. Là, le graphique est un peu plus long, 1970, donc on a un bel historique. Donc là, vous avez toutes les zones de récession grisées, et vous voyez qu'avant chaque récession, il y a eu un retournement des emplois à temps plein. Donc les entreprises ont une tendance plutôt à embaucher à temps partiel, voire à licencier, ce qui est assez logique en période de récession ou post-récession. Donc ça s'est passé toutes les dernières récessions, toutes les fois. On ne va pas les faire une par une, mais si vous regardez bien le graphique, c'est le cas. Actuellement, on a un retournement du taux d'emploi à temps plein depuis 3 ans environ, et toujours pas de récession. Alors on est dans une situation qui est peu commune. Il y a des explications à cela. Le Covid a déréglé un petit peu les schémas habituels qu'on a au niveau économique, surtout la façon de réagir au Covid. Les États ont injecté beaucoup de liquidités dans l'économie, et ça a généré, ce qu'on va voir juste après, des taux d'épargne on ne le verra pas sur le graphique parce que je l'ai enlevé ici, mais des taux d'épargne qui étaient assez forts. Ici, vous voyez toute la zone Covid. On voit, Eric, ma souris quand je la bouge ou pas? Est-ce qu'on voit ma souris quand je la bouge? Oui, on Ok, voit ta super. souris. Super. Donc toute la zone ici horizontale, c'est pas qu'il y a un problème sur le graphique, c'est qu'on a volontairement lissé cette période-là, sinon ça sort du graphique et le graphique est complètement illisible. Ce qui s'est passé durant la période Covid, c'est que tout était fermé, ça vous l'avez tous vu comme moi, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Et pendant cette période-là, surtout aux États-Unis, ils ont une politique un peu différente de la politique européenne. Ils ont subventionné directement le consommateur. Donc ils n'ont pas subventionné les entreprises, mais directement le consommateur. Ils ont reçu des chèques directement dans leur boîte aux lettres. Ce qui a fait que le taux d'épargne s'est envolé durant cette période-là. Et quand tout a réouvert, les Américains ont eu un pouvoir de consommation massif,
ce qui a généré cette vague d'inflation et ce fort rebond aussi des marchés financiers. Aujourd'hui, la situation est tout autre. On a un taux d'épargne aux États-Unis qui est en dessous de 5%, donc bien en dessous de la moyenne historique que vous voyez ici autour de 8%. Donc les Américains aujourd'hui sont assez endettés, ils ont un taux d'épargne assez bas, le taux d'emploi, le taux de chômage remonte, le marché de l'emploi commence à vaciller un petit peu, et il y a toujours un petit peu d'inflation. Ça, c'est la situation aux États-Unis actuellement. En zone euro, l'inflation, on peut dire que c'est un peu l'histoire ancienne. On est revenu sur les niveaux de 2% depuis un peu plus d'un an et demi. Donc les niveaux d'objectifs de la Banque centrale européenne. Les pressions inflationnistes en zone euro se font assez faibles en ce moment, hein, les prix de l'énergie qui ont bien baissé. Il n'y a pas de grande pression inflationniste en zone euro. On le verra tout à l'heure, ce qui a permis à la Banque centrale européenne de normaliser sa politique monétaire. On le verra juste après. Au niveau des indicateurs industriels, là on a pris la France et l'Allemagne comme référence pour la zone euro. Les PMI, je ne sais pas si c'est des indicateurs sur lesquels vous êtes familiers, mais c'est des indicateurs qui nous donnent des anticipations sur l'état de l'économie. Donc quand c'est en dessous de 50, c'est récessif. Quand c'est au-dessus de 50, c'est expansionniste. On voit que depuis post-Covid, que ça soit en haut sur l'industrie ou en dessous sur les services, on est globalement proche de 50 ou voire en dessous de 50, que ce soit pour l'Allemagne ou pour la France. Donc on est sur une dynamique économique qui est plutôt faible en zone euro. Les taux de croissance dans la plupart des économies développées sont assez bas, surtout pour l'Europe. Donc l'Europe, on a mis Allemagne, France, Italie sur ce graphique. Vous voyez, l'Allemagne qui était un peu la locomotive de l'Europe les dernières années, aujourd'hui c'est un petit peu le boulet de l'Europe, clairement, avec des taux de croissance qui sont très bas pour l'économie allemande. La France s'en tire un petit peu mieux, mais ça reste des niveaux qui sont en dessous de 1%. On est sur des taux de croissance en zone euro qui sont malgré tout assez faibles et avec des perspectives de croissance qui restent malgré tout assez basses. On pourra revenir un petit peu tout à l'heure quand on parlera des risques et opportunités sur le plan de relance allemand qui va peut-être générer un petit peu de croissance en zone euro. Tout ça, ça reste encore à voir. Pour le moment, il n'y a rien dans les chiffres. Aux États-Unis, vous voyez que toute cette période 2022-2024, même début 2025, la croissance a été assez exceptionnelle, assez élevée par rapport au potentiel, presque à 3% chaque année. On est en train de ralentir. On est à 2% au deuxième semestre de l'année et ça va continuer à ralentir. En plus de ça, on vient de connaître une période d'1 mois de shutdown aux États-Unis, donc d'arrêt complet des activités de l'État. Ça va aussi peser sur la croissance de la fin d'année aux États-Unis. Au niveau du taux de chômage européen, pas grand-chose à dire. On a aussi grisé la période Covid à cause des amplitudes qui étaient un peu injustifiées, mais globalement, le taux de chômage en zone euro est, vous voyez, complètement différent de celui des États-Unis. On est à 6%, donc en relatif, on est au-dessus des États-Unis, mais on est sur une pente descendante, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'emploi en zone euro, et une inflation qui, elle, est revenue à 2%. Je voulais juste faire un petit focus France avec ce qui se passe en ce moment aussi en France, toute cette problématique budgétaire et l'instabilité politique qu'on a. Ça se retranscrit dans les marchés financiers à plusieurs endroits. Déjà, quand on regarde le taux d'épargne des ménages français par rapport aux ménages allemands, on voit qu'historiquement, on a 5 points de taux d'épargne supérieurs aux Allemands. Ça, c'est un peu culturel. Mais actuellement, le taux d'épargne français est proche de 20% contre une moyenne historique à 15%. Le taux d'épargne allemand est en ligne avec sa moyenne historique. Donc là, il y a une vraie défiance en ce moment des Français ou une vraie peur de l'instabilité et un vrai manque de visibilité sur la situation économique et sur les perspectives françaises, ce qui fait que les ménages économisent beaucoup plus qu'à l'habitude, et ça pèse sur la consommation en France. Ça, allez, on peut le passer. Je vois Eric qui me fait accélère. Un point important là par contre sur la dette. Donc là on a mis la dette publique des différents pays de la zone euro.
Bon, des choses que vous avez sûrement déjà vues, mais qui montrent bien que la France est le mauvais élève actuellement, et reste le mauvais élève, de la zone euro. Si on prend 2015, enfin l'évolution depuis 2015, heu, ici au niveau du Covid, tout le monde a augmenté sa dette publique pour financer toutes les aides, hein, les réformes, les aides liées au Covid. La France ne s'est pas désendettée d'un poil. On voit ce qu'a fait la Grèce. La Grèce est passée de 175% d'endettement à 125. On est presque au même niveau que la Grèce aujourd'hui. Même le Portugal, l'Espagne, l'Italie, tout le monde a fait des efforts, hein, sauf la France, qui fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Là, c'est la même chose, mais sur un peu plus élargi, on peut passer. Alors voilà, qu'est-ce que tout ça a mené, cette situation macroéconomique, au niveau des taux d'intérêt? Donc, durant toute la période d'inflation, les banques centrales ont fortement remonté les taux d'intérêt. Donc là, en bleu, vous avez les taux d'intérêt aux États-Unis, en violet en Angleterre et en vert en zone euro. Donc en zone euro, on était sur des taux négatifs à moins 0,50, des taux directeurs. On est passé de moins 0,50 à 4% en un an et demi. 4%, c'est des niveaux de taux qu'on n'a jamais connus sous l'ère zone euro, hein, depuis qu'on a la monnaie en euros. Donc c'est des taux qui étaient extrêmement élevés. Aux États-Unis, des taux qui sont remontés jusqu'à 5,5%, c'est pareil, c'est des taux qu'on avait plus vus depuis la crise financière avant la crise financière de 2008. Donc le choc d'inflation a fait remonter les taux extrêmement fortement. Aujourd'hui, la situation est un peu plus, enfin, les taux ont rebaissé comme l'inflation. En zone euro, on est revenu sur des niveaux normaux. 2%, c'est le taux neutre en zone euro, c'est le taux auquel la Banque centrale n'est ni enfin, n'est ni récessif pour l'économie, ni restrictif pardon, pour l'économie, ni expansionniste pour l'économie, c'est un taux neutre. Aux États-Unis, on est à 4%, en Angleterre aussi, c'est un taux qui est encore beaucoup plus élevé que le taux neutre. Pourquoi les taux sont un peu plus élevés aux États-Unis qu'en Europe? Euh, Vous l'avez vu, hein, on l'a regardé, le chômage baisse, ça fait baisser les taux d'intérêt, enfin le chômage monte, pardon, ça fait baisser les taux d'intérêt. Par contre, l'inflation est toujours persistante aux États-Unis avec toujours 3%, ce qui maintient des taux un peu plus hauts. La Fed est toujours un peu réticente à baisser ses taux avec une inflation à 3%. Là, je vous ai mis quelque chose aussi d'assez intéressant, l'évolution anticipée des taux par les marchés. Donc là, on voit hein, les taux aujourd'hui sont à 4%, on l'a vu juste avant aux États-Unis, taux directeur. Le marché anticipe que d'ici fin d'année prochaine, les taux d'intérêt retournent à 3% aux États-Unis, soit 100 points de base, 1% de baisse de taux sur l'année à venir. C'est assez optimiste dans un environnement qui est toujours inflationniste, bien que ça commence à chahuter sur l'emploi. Le marché prend plutôt le côté emploi en se disant la Fed a un double mandat. La Fed doit gérer une inflation autour de 2%, et en plus de ça, maintenir le plein emploi aux États-Unis et la croissance. Donc ce double mandat est parfois compliqué à tenir quand vous avez une inflation qui est toujours trop haute et de l'autre côté un marché de l'emploi qui commence à vaciller. Donc la Fed devra faire des choix et pour le moment c'est vrai qu'elle fait le choix plutôt de stimuler son marché de l'emploi en baissant les taux d'intérêt que son inflation. En zone euro, la situation est beaucoup plus simple. On a 2% de taux d'intérêt. Le marché anticipe potentiellement encore une baisse de taux de 25 points de base pour arriver à 1,75. Mais globalement, le boulot en zone euro pour la Banque Centrale Européenne est fait. Donc voilà, à ce niveau-là, pas grand-chose à attendre sur des baisses de taux en 2026 en zone euro, à moins d'un scénario catastrophe pour le moment qu'on va pas envisager aujourd'hui. Un point aussi, si on veut toujours, j'ai focusé un petit peu France, hein, comme on est dans un environnement français. Euh, Ça, c'est des graphiques que vous avez peut-être moins l'habitude de voir. C'est l'écart de rendement entre le 10 ans français, donc le rendement de l'obligation à 10 ans français, auquel la France se finance à 10 ans sur les marchés financiers. Donc ça, c'est le différentiel contre la Grèce, le différentiel contre l'Espagne et contre le Portugal. Vous voyez que début 2023, la France se finançait 1,75% sur 10 ans de moins que la Grèce. Aujourd'hui, la Grèce se finance moins cher que la France. L'Espagne se finance moins cher que la France et l'Italie, j'ai pas vu sur le graphique, mais c'est pareil, l'Italie se finance moins cher que la France à 10 ans. On est devenu, je ne sais pas si vous vous rappelez des expressions, les PIGS, donc Portugal, Irlande, Grèce, Espagne, de 2011 lors de la crise de la dette de la zone euro. Ces PIGS aujourd'hui se financent
moins cher que nous, enfin que la France sur les marchés financiers. Bon, ça on peut passer. Les courbes de taux, donc là on vous a mis en vert la courbe de taux américaine et la courbe de taux allemande. Des courbes de taux qui sont redevenues pentues, ça c'est un point qui est important, hein, on avait plus vu ça depuis 2-3 ans, c'est-à-dire que aujourd'hui plus vous prenez de risques sur la durée, mieux vous êtes rémunéré. C'est logique, c'est une courbe de taux qu'on devrait voir tout le temps. Ça n'a pas été le cas pendant les 3 dernières années où il y a eu une forte inflation et des taux d'intérêt qui étaient très hauts. Vous aviez les taux courts qui étaient beaucoup plus élevés que les taux longs, ce qui est une situation qui est complètement anormale et qui s'est normalisée avec la baisse des taux directeurs des banques centrales. Alors un point peut-être, bon là je vais faire rapidement sur les spreads de crédit, mais comme on parlera du marché, un petit peu des valorisations du marché action, comme tu en as parlé Eric, hein, on en parlera après, ça c'est les valorisations du marché obligataire, mais des obligations d'entreprise. Donc là quand on regarde les courbes de taux là, c'est la courbe des taux étatiques de l'Allemagne, des États-Unis, et là on est sur les emprunts d'entreprise. Les spreads de crédit, c'est quoi? C'est un mot bien compliqué pour dire quelque chose de simple. En fait, c'est simplement la prime de risque, c'est le différentiel de rendement que vous pouvez attendre entre un taux sans risque, donc par exemple l'Allemagne pour la zone euro, et une entreprise lambda. Donc là, sur les spreads de crédit, donc les primes de risque sur l'investment grade. Donc l'investment grade, c'est les sociétés les mieux notées, les plus sûres. Vous avez même pas 1% de différentiel avec un taux sans risque. Donc vous voyez qu'à certains moments, hein, durant la période Covid, on était monté à plus de 2% de différence, ici à plus de 3% de différence, en 2022 plus de 2%, crise de la zone euro à plus de 3%. Et sur les sociétés les moins bien notées, les plus risquées, aujourd'hui vous avez à peine 3% de rendement supplémentaire si vous prenez du risque par rapport à du taux sans risque. Donc historiquement, c'est extrêmement faiblement valorisé. Donc, comme les marchés actions, on va le voir juste après, sont extrêmement chers, surtout aux États-Unis, les marchés obligataires d'entreprise sont aussi actuellement assez chers. Donc là, on vous a mis juste l'évolution des cours actions des principaux indices européens, donc l'Eurostoxx, le CAC, le DAX. Ça, je vais passer vite, on passera sur des questions de valorisation après. Juste ce qui est intéressant, hein, on voit que sur l'Eurostoxx, on retrouve les niveaux de 2000, sur le CAC aussi, sur le DAX, on est un petit peu plus haut, mais globalement en Europe, on retrouve les niveaux de l'an 2000, on est sur les plus hauts historiques. Aux États-Unis, si je vous mets le cours du S&P et du Nasdaq, on les a, voilà, on a mis depuis 2020, mais on les a franchis depuis bien longtemps, hein. On est sur des niveaux qui n'ont vraiment plus rien à voir. Cours de l'or et de l'argent aussi, on en parlera peut-être rapidement après. C'est quelque chose, ces deux, enfin les matières premières qui ont fortement monté depuis post-Covid pour plusieurs, enfin globalement pour deux raisons. Bon, déjà, c'est des belles couvertures contre l'inflation, ces matières premières précieuses. Et les banques centrales se sont mis à en acheter énormément. Le bilan des banques centrales était, avant cette période, à peu près chargé à 5% de matières précieuses, d'or, hein. Aujourd'hui, par exemple en Chine, ils ont plus de 25%, la Banque centrale chinoise a plus de 25% d'or dans les réserves. Donc ça a fait fortement monter les cours de ces matières. Bon, aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont assez élevés, mais vu que les banques centrales sont derrière, il y a quand même une bonne raison de voir au moins de la stabilité sur les prochains trimestres. Les primes de risque, ça en passe. L'euro-dollar, juste pour vous montrer aussi que c'est plutôt une mauvaise année pour le dollar, hein. On a commencé l'année quasiment à la parité, à 1,02. Aujourd'hui, on est à 1,14, 1,15 sur l'euro-dollar. Donc le dollar s'est affaibli d'à peu près 11% contre l'euro. Cet affaiblissement vient de deux choses, hein, du différentiel de taux d'intérêt entre les deux zones et de la défiance envers la politique de Donald Trump. Voilà. Hop. Sur la partie macro. Voilà, on va pouvoir passer aux opportunités et aux risques. Que vois-tu comme Voilà. opportunité, que vois-tu comme risque dans les marchés actuels? Plus de risques que d'opportunités pour le moment. Hop, on va y venir. Alors, niveau opportunité, j'en ai listé juste une, on y reviendra juste après. On va commencer par les risques parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un environnement où les valorisations sont assez chères et beaucoup de sujets sont encore devant nous. Le premier, Eric en a parlé, la géopolitique qui est vraiment très instable en ce moment.
entre les soucis au Moyen-Orient, entre l'Israël, la Palestine, les soucis Russie, Ukraine. J'ai mis Chine-Taïwan, mais je pourrais mettre Chine-Japon aussi. Hein. La semaine dernière, les tensions entre la Chine et le Japon sont revenus sur le devant de la scène avec des drones chinois qui auraient survolé des zones japonaises. Donc la géopolitique est vraiment instable. Ça a un impact sur les marchés à plusieurs égards, hein, et ça dépend des zones. La problématique du Proche-Orient, ça a un impact sur les prix des matières premières, du pétrole, beaucoup, qui va avoir un impact sur l'inflation et donc sur les politiques monétaires des banques centrales. Donc on voit qu'un conflit militaire pourrait avoir très rapidement un impact sur des données macroéconomiques et donc sur des zones qui sont indirectement touchées par ces sujets-là. Russie et Ukraine, bah alors là c'est carrément aux portes de l'Europe. Là, ça touche à la sécurité nationale, sécurité de la zone euro, avec les États-Unis qui s'en mêlent fortement en ce moment, Donald Trump qui rencontre Zelensky et Poutine tous les 3 jours pour essayer de trouver un accord et avoir le prochain prix Nobel de la paix. Et Chine-Taïwan, bon pour le moment c'est un petit peu de côté, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les velléités chinoises sur Taïwan reviendront aussi à un moment donné sur le devant de la scène. Donc voilà, toute la géopolitique est assez instable. Trump, un vaste sujet. On va pas passer 10 minutes à parler de Donald Trump, mais globalement, juste un slide que je trouve assez intéressant et assez marquant. C'est le tarif moyen depuis, j'aime bien ce graphique parce qu'il est sur une période très longue, 1830, le tarif moyen des taux moyens des tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur les imports. Bon, aujourd'hui, on a 12,5%. Ce chiffre, il est, on va dire, on est entre 10 et 18. C'est très compliqué d'avoir le chiffre exact parce que tout le monde s'y perd dans qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui n'est pas en place, quelles sont les restrictions, quels produits. Enfin, c'est assez compliqué aujourd'hui d'y voir clair sur la politique tarifaire de Donald Trump. Mais on va dire qu'en moyenne, on est sur ces niveaux-là de 12,5%. C'est des niveaux qu'on avait après-guerre, après la seconde guerre mondiale. Donc pour le moment, les marchés financiers ont réagi presque aucunement négativement à cette donnée, parce que cette donnée n'a pas eu encore de gros impact macro, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Sur l'inflation, on n'a encore rien vu, et sur la croissance mondiale, pour le moment, ça n'a pas eu d'impact, parce qu'il n'y a pas eu encore des vraies décisions des sociétés sur des relocalisations ou des délocalisations ou des changements de consommation. Mais si Trump signe et persiste et signe dans cette direction-là, ça bougera assez fortement. Un autre risque qu'on voit, et on en parle depuis tout à l'heure, c'est des valorisations qui sont extrêmes, surtout sur la tech américaine. Là, je vous ai mis un graphique plus intéressant que juste l'évolution des cours, c'est l'évolution, donc ce qu'on appelle le price earning. Le price earning, ça nous donne la valorisation d'un actif. Donc, c'est son prix boursier sur les résultats de l'entreprise. On voit qu'aujourd'hui, sur le S&P 500, vous payez 22 fois les bénéfices. Donc historiquement, on paye 18-19 fois les bénéfices, vous payez 22 fois et demi les bénéfices. Sachant que sur le S&P 500, aujourd'hui, vous avez une concentration qui est extrême. Donc S&P 500, il y a 500 valeurs, hein, comme son nom l'indique. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Non, vas-y. Ah, c'est bon. Sur les 500 valeurs, vous avez 8 valeurs, donc les 8 valeurs de la tech, hein, les fameuses 8, Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Meta, Tesla et Broadcom qu'on a rajouté dedans, qui pèsent 35% du S&P. Donc 1,6% des valeurs pèsent 35% de l'indice. C'est une concentration qui est extrême et qui est pour nous un très grand risque sur ces niveaux de valorisation. C'est très cher et c'est très concentré. Donc ça sera un point qu'on verra après sur, on va dire, les idées d'investissement pour 2026. Attention à cette concentration sur la tech américaine au niveau des indices. En Europe, on voit qu'on est un peu plus chèrement valorisé que la moyenne, mais on reste sur des niveaux un peu plus acceptables. L'information sur j'entends quelque chose. Oui, je vais aller continuer. Ouais, vas-y. Souvent, on m'a dit
Merci de rappeler un autre la point contrat, important, c'est sur ton le numéro de levier, sur les téléphone, risques. Alors, c'est quelque rien. chose qu'on regarde peut-être un petit peu moins. Hop, Et à demain. Salut. ouais, il y a de l'écho. Voilà, c'est bon. Le levier financier, qu'est-ce que c'est? On va mettre plutôt, voilà, celui-là. Donc, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que vous avez, contrairement à l'Europe, quasiment toute l'épargne des Américains qui est en bourse. Ils ont des fonds de pension, ils ont des plans de retraite, mais tout est investi en bourse. Donc ça, c'est culturel. Mais en plus de ça, ils font beaucoup de leviers, c'est-à-dire qu'ils empruntent de l'argent pour investir sur les marchés financiers. Et ça alimente encore la hausse des cours des marchés actions. Et c'est ça qu'on a essayé de regarder à travers ces graphiques-là. Sur le graphique du haut, en bleu, vous avez le montant en nominal, en notionnel qu'il y a sur ce levier, donc plus de 1200 milliards de dollars qui sont investis en levier. C'est énorme, c'est le plus haut depuis les années 2000. La courbe verte, là, c'est quoi? C'est les encours qu'il y a sur les cartes de crédit aux États-Unis. Aux États-Unis, contrairement à l'Europe, ils ont des vraies cartes de crédit, c'est pas des cartes de débit. Ils consomment à crédit, ils payent, enfin ils achètent et puis en fin de mois, ils remboursent s'ils y arrivent. Donc les encours sur carte de crédit aux États-Unis, c'est 1000 milliards aujourd'hui. Vous avez plus d'encours sur le levier financier que sur les cartes de crédit. C'est rarement arrivé dans l'histoire récente. Vous voyez, en 2000, quand c'était le cas, derrière, ça a chahuté un peu sur les marchés. 2008, on connaît l'histoire. 2020, Covid, on connaît aussi l'histoire. Et on en est dans cette phase-là aussi aujourd'hui. Donc, c'est encore un warning. Attention, le levier est extrême. Les gens sont extrêmement investis avec des valorisations très chères. Donc, un retour à la moyenne, un retour à la normale pourrait faire très mal sur les indices. Donc, attention, c'est un signe de vigilance. Et dernier risque, j'essaie de mettre aussi des risques que vous voyez peut-être un petit peu moins. Le Japon. Le Japon, c'est une zone qui était en déflation depuis 20 ans, avec des taux bas négatifs depuis 20 ans, et ils connaissent enfin une période un peu plus inflationniste qui fait que la Banque centrale japonaise remonte tout doucement les taux. Donc, les taux directeurs sont à 0,5% au Japon. Donc ça reste extrêmement bas. Par contre, les taux longs, donc là qu'on voit sur le graphique ici, les taux à 30 ans, vous avez les taux à 2 ans en vert, à 30 ans en bleu. Les taux à 30 ans sont remontés très fortement. Donc vous allez me dire qu'est-ce que ça engendre sur l'économie américaine ou européenne. Les Japonais sont des très gros détenteurs de dettes américaines et françaises notamment. Donc, si le Japon, et pourquoi c'est des détenteurs de dettes françaises et américaines, c'est comme je vous l'ai dit, ils avaient des rendements sur leur dette nationale qui étaient tellement basses qu'ils préféraient acheter de la dette américaine avec des rendements supérieurs, de la dette française avec des rendements supérieurs, et même en se couvrant de l'effet devise, c'était toujours bénéfique pour eux d'avoir ces actifs-là. Aujourd'hui, avec des rendements à 30 ans au Japon, dans leur devise locale à 3%, bon, ça devient de moins en moins intéressant pour eux d'acheter des bons du trésor français ou des treasuries américains. Et si les Japonais commencent à vendre des treasuries américains ou de l'OAT française pour aller racheter leurs propres dettes, ça peut créer des tensions sur les courbes de taux américaines, sur la courbe de taux française et sur le potentiel de refinancement de ces zones. Donc attention aussi aux économies développées comme là je nomme la France et les États-Unis parce que c'est les deux plus gros impactés par le Japon. Sur la hausse des rendements au Japon. En termes d'opportunités, donc sur les marchés actions, on parlera de quelques thématiques après, mais globalement sur la classe d'actifs, on est assez cher, donc sur correction, il y aura forcément des opportunités. Chaque correction, chaque baisse de marché crée des opportunités, mais pour le moment, ça commence tout doucement là, ces dernières séances, mais ça reste encore un peu trop timide. Le marché obligataire reste intéressant, comme vous l'avez vu juste avant, les rendements obligataires des banques centrales restent sur des niveaux historiquement élevés. En zone euro, le 2%, par exemple, on l'a pas connu depuis 2009. Aux États-Unis, le 4%, c'est pareil, c'est 2008-2009. Donc, les taux d'intérêt directeurs restent sur des niveaux assez intéressants. Bien que les primes de risque, comme je l'ai dit, sur le marché crédit, sur le marché des obligations d'entreprise, restent basses, les rendements sont aujourd'hui toujours intéressants pour le marché obligataire. Et en cas de retournement du cycle économique,
le marché obligataire ferait guise aussi de valeur refuge. Donc, dans cet environnement qui est un peu cher sur le risque, on pense que ça peut valoir le coup de considérer dans tous les cas le marché obligataire dans son allocation. Alors, les classes d'actifs et les thématiques pour 2026. On a mis quelques thématiques. Là, on est resté sur la partie action. Hein. On ne va pas mettre des thématiques sur la partie obligataire. C'est une classe d'actifs qui est complètement différente à gérer. Mais sur la partie action, donc 5 thématiques. La défense et la sécurité, bah là, ça répond bien. En fait, les thématiques répondent à des risques. Donc la thématique défense-sécurité répond aux risques géopolitiques globaux qu'on a. Donc c'est des valorisations qui sont maintenant un petit peu plus cher, hein, parce que c'est vrai qu'avec toutes les guerres qu'on a dans le monde, les actions de défense et de sécurité ont déjà bien monté, mais cette instabilité géopolitique devrait perdurer encore quelques temps malheureusement, et c'est des secteurs qui pourraient profiter aussi. Par exemple, on parlait tout à l'heure du plan de relance allemand, du plan d'investissement européen, qui pourraient profiter de masse d'argent supplémentaire à venir. Donc, c'est une classe d'actifs, enfin, c'est une thématique qu'on peut regarder. Les minières, qui profitent des prix élevés du cours de l'or. Donc ça aussi, c'est une thématique qui peut être décorrélante et des marchés actions traditionnels. Les banques, pourquoi? Parce que les banques, les fondamentaux restent assez solides. Les niveaux de capitalisation des banques sont plutôt très bons, surtout en zone euro. Et les banques profitent de ce qu'on a vu tout à l'heure, des courbes de taux qui sont pentues et qui seront de plus en plus pentues à mon sens, parce que les taux courts des banques centrales peuvent encore baisser. Par contre, dans les taux longs, vous avez toutes les problématiques de budget qui en ce moment font beaucoup débat un peu partout, hein, en France, aux États-Unis et ailleurs. Donc ça continue à faire pontifier les courbes. Et les banques, qu'est-ce qu'elles font? Elles empruntent à court terme et elles prêtent à long terme. Donc plus vous avez d'écart entre le court et le long, plus les marges des banques s'améliorent. Donc ça peut être une thématique intéressante. La cybersécurité, une thématique plutôt long terme, mais qui reste complètement d'actualité. Et l'IA. Alors l'IA, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Par contre, petit warning aussi, enfin même gros warning à mon sens sur l'IA. Je trouve qu'il est plus intéressant de s'exposer à la thématique de façon indirecte aujourd'hui, parce que les big players, les Nvidia et compagnie, sont déjà sur des valorisations qui sont extrêmes. Alors vous allez me dire, Eric le disait, hein, on disait déjà ça en avril et ça a continué à monter. Ça peut continuer à monter jusqu'à temps que ça craque. Donc le point d'inflexion, je ne le connais pas, personne ne le connaît. Par contre, des thématiques qui profitent de l'IA, c'est la thématique un peu infrastructure autour de l'IA, donc tout ce qui est énergie, câble, cloud et data center, voilà. Tout ça, ça coûte un petit peu moins cher que les big players et ça profite de cet essor de l'intelligence artificielle. Donc voilà, 5 thématiques qu'on pourrait mettre en avant dans un portefeuille en 2026. Comment construire une stratégie d'investissement? Alors, voilà, on a fait un petit rappel de comment construire une stratégie d'investissement. Je vais passer rapidement, je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais qui sont très importantes. Avant de commencer à investir, c'est par là qu'il faut commencer et s'y tenir. C'est comme ça qu'on peut avoir les meilleures performances sur le long terme. Donc définir son profil de risque, donc en fonction de son horizon, d'investissement, sa tolérance à la volatilité, sa situation financière personnelle et sa connaissance des marchés financiers. Ensuite, il faut diversifier entre plusieurs classes d'actifs. Donc là, on en a quelques-unes, actions, obligations, matières premières, devises. Bien répartir géographiquement et sectoriellement ses portefeuilles. US, Europe, émergents. Là, j'ai bien rajouté tenir compte de la concentration des indices, on y viendra plus tard, enfin juste après. Attention aux États-Unis avec la concentration sur la tech. Et aussi important, suivre et rééquilibrer son portefeuille, parce que quand vous avez des indices actions qui font plus 40 en 2 ans, si vous n'avez rien fait, votre profil qui était peut-être 50% actions, il passe à 60 ou 70 avec la montée des marchés actions. Donc rééquilibrez votre portefeuille, prenez vos gains et rééquilibrez selon votre profil de temps en temps.
Donc là, on a construit trois profils d'investisseurs assez classiques, hein. Donc une tolérance au risque faible avec un horizon court, une tolérance au risque moyenne avec un horizon moyen et puis plus élevé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Donc 20% d'actions, 20% de risque si vous n'avez pas un horizon d'investissement assez court terme, 50% moyen terme et 70% si vous avez le temps devant vous. Aujourd'hui, on a quand même, contrairement peut-être à ces dernières années où les matières premières étaient un peu moins représentées, aujourd'hui, on mettrait quand même un peu plus de matières premières, un peu plus d'or, de matières précieuses que ce qu'on pouvait mettre les dernières années parce que la corrélation entre actions et obligations ces dernières années est montée. C'est-à-dire que traditionnellement, quand vous investissiez sur des obligations et des actions, quand l'un montait, l'autre baissait. Ça se compensait beaucoup plus qu'en ce moment. C'est un peu plus corrélé. Et les matières premières sont pour le coup un peu plus décorrélées dans une période qui a été inflationniste. Donc c'est pour ça qu'on en a rajouté un petit peu plus dans les profils. Après, quelle stratégie pour 2026? Alors, sur la partie action, les conseils qu'on peut donner, ou du moins les idées d'investissement qu'on peut mettre en avant. Attention à la concentration, encore une fois, de la tech sur les indices. Donc 35-40% du S&P, c'est les Mag 7, Mag 8, donc les Magnificent 7, Magnificent 8. Donc sur les US, nous on conseillerait plus, il ne faut pas être absent des US, hein, c'est pas la question, mais c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus équipondéré. Vous avez des sous-jacents qui vous permettent d'investir sur les 500 sociétés du S&P 500 de manière équipondérée et pas avoir 1,6% des sociétés qui fait 40% de l'indice. Et par exemple, j'ai regardé encore tout à l'heure le price earning, donc la cherté des marchés, sur cet indice équipondéré, on n'est pas à 22 fois et demi les bénéfices, mais plus à 19 fois. Donc on est à peu près dans la normale. Donc si on prend le S&P 500 équipondéré, il est pas cher, mais il est sur sa moyenne historique, contrairement au S&P 500 classique avec la tech qui est très chère. Donc faire attention à cette surpondération tech. En Europe, on a vu que effectivement, la croissance n'était pas folichonne et les potentiels de croissance sont pas non plus excitants. Par contre, on a une visibilité à court terme qui est beaucoup plus intéressante qu'aux États-Unis à deux égards. Premier égard, c'est la Banque centrale européenne qui a déjà baissé ses taux et qui a une situation beaucoup plus confortable que la Fed pour maintenir sa politique monétaire. Et la deuxième chose, c'est la politique européenne. Bien que certains pays comme la France soient un petit peu instables en ce moment, la situation globale européenne est quand même beaucoup plus stable que les États-Unis sous Trump. Donc, on a une situation qui est beaucoup plus lisible en zone euro et des valorisations, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont un peu moins chères, un peu plus, qui sont dans la moyenne en Europe, donc plutôt plus intéressant. Donc, équipondéré Europe-US, les indices, le MSCI World par exemple, c'est 70% d'US. Donc là, on conseillerait plus, ou comme idée, d'être un peu plus équipondéré Europe-US qu'à l'habitué. Et les thématiques qu'on a évoquées précédemment. Sur la partie obligataire, privilégier plutôt les obligations investment grade de bonne qualité crédit. On a vu que les primes de risque, comme sur le marché action, sont chères, hein, ces fameux spreads de crédit. Donc pour le moment, tant que les valorisations sur les obligations les plus risquées ne baissent pas, ça ne sert à rien d'aller prendre trop de risques sur la partie obligataire. Pareil que sur la partie action, on privilégie plutôt la zone euro que les États-Unis, avec une inflation qui est toujours plus haute aux États-Unis. Bon, le marché de l'emploi, effectivement, on en a parlé, mais qui commence à flancher un petit peu, mais la situation est beaucoup moins lisible aux États-Unis qu'en Europe. Donc privilégier la diversification et la lisibilité pour 2026. Là, j'ai mis quelque chose, inclure des segments obligataires décorrélés, donc là, c'est un peu plus précis. Et ne pas hésiter aussi, c'est pas tout le temps le cas, à inclure des obligations d'État dans vos portefeuilles. On a plus l'habitude de dire on va choisir des obligations d'entreprise parce que les rendements sont plus élevés. Aujourd'hui, les rendements sont certes plus élevés, mais on l'a vu, les primes de risque sont toutes basses. Donc, privilégier, non pas privilégier, mais inclure des obligations d'État dans les portefeuilles. Et dernier point, très important, les devises. N'oubliez pas que quand vous construisez un portefeuille, c'est bien d'avoir une allocation, comme on l'a vu avant,
Par exemple, pour un investisseur qui a une tolérance au risque élevée, il a 70% d'actions, s'il équipondère Europe-États-Unis, il aura 35 ou 40% d'US dans les portefeuilles. Il ne faut pas oublier que 35% de dollars dans un portefeuille, ça crée énormément de volatilité. Donc attention aussi au risque de devise et vous pouvez utiliser des instruments qui font baisser le poids de votre exposition de devise, qui crée beaucoup de volatilité. Par exemple, cette année, le S&P 500 fait plus 15%. Si vous le prenez en euros, avec la baisse du dollar, il fait plus 3. Donc attention à l'effet devise. Et calibrer votre exposition. Ouais, ce que je dis, calibrer votre exposition de devise en fonction de votre profil de risque. Donc plus vous êtes tolérant au risque, plus vous pouvez accepter d'avoir de la devise. Un profil plutôt faiblement risqué, encore moins de devises parce que ça crée beaucoup de volatilité. Et ben voilà. Et 45. J'ai respecté pile poil. Bon, ben, merci Thomas, merci au nom de tous les adhérents qui sont là ce soir d'avoir alimenté notre réflexion. Il y a beaucoup de choses là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que le webinaire sera mis en ligne, il a été enregistré, il sera mis en ligne, donc on pourra le reprendre, j'allais dire au ralenti. Donc il sera mis en ligne dans les prochains jours. Moi, ce que j'en retire, c'est pour moi une grande prudence à court terme. Il faut être très sélectif, agile pendant cette phase chaotique, mais on commence à deviner plutôt pour le moyen long terme des possibilités avec des thèmes d'investissement, les obligations donc plutôt d'État, mais des thèmes d'investissement comme la défense européenne, la robotisation, enfin ce dont on a parlé tout à l'heure. Toujours est-il que les équipes d'Azak Fapes sont à votre disposition pour construire votre stratégie d'investissement. Il n'y a pas de recette universelle. La bonne stratégie dépend avant tout de vos objectifs, de votre situation et aussi de votre, j'allais dire, de votre psychologie, c'est-à-dire de votre appétit ou absence d'appétit pour le risque. Il y a une question qui vient d'arriver, je remercie le participant de l'avoir posée, c'est quid des marchés émergents en 2026 ? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des marchés émergents. Même pas du tout. Je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'on pense de la Chine, parce que les marchés émergents, c'est vrai que c'est large. On peut parler de côté Brésil, Mexique, côté là, mais bon, ce qui intéresse beaucoup plus à mon avis, c'est la quid des cryptos, je vois. Et c'est la Chine. Alors, la Chine est dans une situation un peu particulière où contre-intuitif par rapport au reste du monde actuel. Ils n'ont pas d'inflation, ils sont même en déflation, donc ils doivent lutter contre un problème déflationniste en Chine, donc ils n'ont pas assez d'inflation. Ils ont une croissance qui est toujours autour de 5%, donc ça reste, comparé aux autres grandes économies développées, magnifique, mais pour la Chine, qui était habituée aux croissances à 2 chiffres, c'est des niveaux qui sont plus normaux. Ils ont un gros problème sur le marché immobilier et de consommation de la classe moyenne. On voit que ça ne repart pas malgré les quelques plans de relance du gouvernement chinois. Ils viennent d'en annoncer un, on verra les effets. Mais pour le moment, la consommation en Chine a du mal à repartir. Donc les valorisations étaient bien plus basses. La Chine fait plutôt une année boursière honorable, mais il faudra surveiller les plans de relance et leur impact sur l'économie réelle. Ils ont les moyens d'en faire parce que contrairement à d'autres économies, ils n'ont pas d'inflation, et ils ont de l'argent. Donc, les plans de relance sont souvent inflationnistes. Ça c'est le problème pour nos économies encore un peu sous le choc de l'inflation. Pour eux, ils ont les moyens de le faire. Donc il faudra voir dans quelle proportion ils le font. S'ils ne le font pas, ça sera compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, pas de consommation, mais ils ont les moyens d'agir. Donc la Chine à suivre. Les valorisations sont assez intéressantes. On verra si le gouvernement soutient un peu les marchés. Quid de l'Inde pour rester sur les émergents et terminer avec les émergents avant de passer aux cryptos? L'Inde, en 2 mots. L'Inde en 2 mots, ça a été beaucoup anticipé. C'est un rallye boursier qui est impressionnant, avec une économie qui se développe fortement, tant en termes économiques que démographiques, mais
C'est une zone qui est de plus en plus importante, qui va rentrer aussi, ou qui est rentrée, ça d'ailleurs, je sais plus, dans la MSCI. Donc ça, c'est un point qui est important aussi. Ça va rentrer dans les indices globaux. Donc c'est des pressions qui sont bonnes, enfin pressions acheteuses qui sont bonnes. Donc l'Inde, pourquoi pas, c'est bien monté. C'est plus non plus pas cher. Crypto? Crypto, je m'abstiendrai de donner d'avis sur les cryptos. Bon, c'est une réponse. Je m'abstiens sur les cryptos. Fonds monétaire contre fonds en euros? Ouais, très bonne question ça. C'était bien en 2025, mais en 2026. Excellente question. Les fonds, alors, on va prendre les deux séparés. Les fonds monétaires, le rendement des fonds monétaires ne devrait pas trop bouger. Comme vous l'avez vu, hein, les fonds monétaires, c'est globalement indexé sur les taux de la Banque Centrale Européenne. On est à 2%, donc les taux monétaires donnent un petit peu moins de 2%. Potentiellement, on aurait encore une baisse en zone euro, donc pour descendre à 1,75%. Donc voilà, ce qu'on peut attendre sur du monétaire entre 1,75 et 2%. Sur les fonds en euros, bon, ça, Eric, tu connais peut-être la problématique mieux que moi. Hein. Ça dépend des taux boostés, des choses comme ça, mais ça, c'est pas... Oui, je crois que c'est aussi largement une question d'horizon d'investissement. Fonds monétaire, c'est très bien quand on a de l'argent qu'on souhaite mettre de côté pour 1 an, 2 ans, parce qu'on a un projet à 1 an, 2 ans. Fonds en euros sont là plutôt pour vous accompagner dans la durée sur du 5 à 6 ans. Donc, bon, il faut prendre cet élément-là en compte aussi. Bien. Grandes entreprises Ouais, je vois. ou Faut-il ETI? préférer les large cap euro et US ou les mid cap Mid-cap. Eurostock et Large cap, Russell? mid-cap. Bon, grosse Ouais, entreprise, entreprise pas ouais, trop c'est ça, grosse. large cap, mid cap. Bah, on s'attendait tous au retour des mid cap. Pour le moment, c'est toujours un peu compliqué. La problématique, ça va être une problématique macro. Est-ce que on va rentrer dans un schéma allez, récessionniste, au moins de forte décélération de la croissance, et dans ce cas-là, vaut mieux toujours privilégier les large cap que les mid cap dans ce scénario-là, ou est-ce que finalement on est plus sur un scénario de soft landing, donc une décélération très douce, mais une croissance qui reste positive, ou au-dessus d'1% aux États-Unis. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a un retard de valorisation sur les mid cap, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, par rapport au large cap. Et ça peut être intéressant. Donc ça dépendra vraiment du scénario macro. Personnellement, si je devais me mouiller, je suis assez prudent. Vous l'avez compris sur la macro, surtout aux États-Unis. Donc attention peut-être aux sociétés les plus leveragées, donc aux mid cap, quoi. Parfait, bah, je crois qu'on a épuisé les questions. Donc, merci à Thomas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire pour lequel vous recevrez bientôt une invitation en tant qu'adhérent de la ZAC FAPES. Bonsoir et à bientôt.